D'être recteur, c'est de s'assurer qu'on puisse mettre ensemble ce qu'il faut pour que d'autres puissent vivre leur rêve. Parce qu'il n'y a à peu près pas de recherche sans que les étudiantes et les étudiants soient dans les laboratoires et la fassent. Bien sûr, c'est l'esprit critique. Ce n'est pas de pouvoir critiquer les autres, c'est de pouvoir s'auto-critiquer soi-même, puis de remettre en question nos idées sur un sujet et d'apprendre à faire cette autocritique. Salut tout le monde et bienvenue dans notre podcast Pose ta thèse, le podcast du comité étudiant de la chaire de recherche internationale en santé neuromusculo-squelettique. Ce podcast s'adresse aux chercheurs, aux étudiants, aux professionnels sur le terrain ou tous les curieux qui veulent en savoir plus sur la recherche en santé. Le temps d'un café, on part à la rencontre de celles et ceux qui participent à faire avancer la recherche, surtout là où ça compte, sur le terrain. Bonne écoute! Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Yves, c'est moi qui vais animer le premier épisode du tout nouveau balado Pose ta thèse en compagnie aujourd'hui de mes collègues Camille, bonjour Camille, Bonjour! de Salma, bonjour Salma, Bonjour! et de Bastien, bonjour Bastien. Bonjour tout le monde. Et pour ce premier épisode, nous avons l'immense honneur de recevoir Monsieur Christian Blanchette, recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, on peut dire notre patron. Comment allez-vous Monsieur Blanchette ? Je vais bien, mais je ne crois pas être votre Non, c'est pas notre patron. Ouais, un petit peu quand même. Donc, à la tête de l'UQTR depuis 2020, et si je reprends le texte sur le site internet de l'UQTR, vous avez pour mission, avec votre équipe, de soutenir et de faire la promotion de l'innovation et de l'excellence en enseignement et en recherche. Vous êtes titulaire d'un doctorat en physique et spécialiste de l'environnement. Vous vous êtes ensuite intéressé de près à la transformation numérique du milieu universitaire et à l'évolution de l'éducation dans un contexte d'apprentissage. Et avec vous, nous allons aborder les défis de l'implantation de la recherche dans le cursus universitaire. Est-ce difficile de faire une vraie place à la recherche étudiante ? Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons envie de démarrer ce balado par une petite question brise-glace. Et elle nous vient de Camille. Je ne sais pas si tu voulais la poser, Camille. Oui, certainement. J'aimerais savoir, y a-t-il une cause qui vous tient à cœur, même si elle ne fait pas partie de votre quotidien professionnel? Écoutez, la cause, c'est difficile de dire qu'elle ne fait pas partie de mon quotidien. C'est l'accès aux études pour tous et pour toutes. Moi, je viens d'une famille, comme beaucoup de Québécois. Je suis le premier de ma famille à être allé à l'université. J'ai un milieu très populaire. Et au Québec, l'UQTR, c'est 50% des étudiants qui sont des étudiants de première génération. Ce qui est étonnant quand on sait que les universités québécoises, c'est certaines depuis 200 ans, mais en gros, l'UQTR, c'est depuis 56 ans. Et donc, de pouvoir créer des conditions qui font en sorte que des personnes qui n'envisageaient pas aller à l'université puissent y venir, je pense que ça, c'est particulièrement important comme rôle social qu'on a dans les universités. Et ces jours-ci, on travaille beaucoup sur la question du passage des étudiants autochtones vers l'université. C'est des populations qui sont un peu comme les francophones l'étaient au Québec dans les années 50, où ils ne vont pas à l'université. Et là, de plus en plus, on crée des conditions qui leur permettent de venir, parce que quand on est autochtone, on vient d'un lieu où le français n'est pas la première langue dans certains cas et où on n'a pas nécessairement obtenu les prérequis pour entrer à l'université. Comment est-ce qu'on crée des ponts pour amener les gens à participer, à étudier et à vivre leurs rêves et d'y aller? Donc ça c'est un peu une part de mon quotidien, mais ça me passionne. Je comprends. Merci pour votre réponse. C'est très intéressant. Donc là, nous allons passer à la première rubrique de questions allongées. Alors, comme on a pu le constater, M. Blanchette, vous avez porté différents chapeaux au sein de votre carrière professionnelle. Et j'aimerais savoir d'entrée de jeu, comment vous percevez votre rôle dans l'intégration de la recherche étudiante au sein de l'Université du Québec à Trois-Rivières? Ce qui est particulier quand on quand on entre dans le volet de la carrière universitaire, parce que la carrière universitaire a plusieurs volets, mais celui de la gestion académique, c'est qu'on se rend compte qu'on crée les conditions pour que d'autres puissent briller.
Et donc, d'être recteur, c'est de s'assurer qu'on puisse mettre ensemble ce qu'il faut pour que d'autres puissent vivre leurs rêves, les définir et s'engager. Et quand on parle de recherche, ça veut dire à la fois des professeurs à qui on veut donner les opportunités d'aller chercher les fonds, en les formant, en les mentorant, et aussi, c'est toutes leurs équipes qui incluent les étudiantes et les étudiants qui... écoutez, vous êtes étudiante et étudiant à la maîtrise, au doctorat. C'est par vous qu'une grande part de la recherche se fait dans le monde universitaire. Et donc, de créer les conditions pour que vous puissiez vous engager dans la recherche, c'est quelque chose qui est au cœur de ce qu'un recteur fait. Merci beaucoup, Monsieur Blanchette, pour cette première question. C'est vraiment très intéressant ce que vous dites. Et puis, justement, vous évoquiez à l'instant des conditions qui favoriseraient la création d'un environnement propice à la recherche étudiante. Puis, c'est ce qui m'amène à une question qui est un peu plus large. On parle souvent du rôle essentiel de la recherche dans le parcours universitaire. Mais quand il s'agit des étudiants, on a parfois l'impression que c'est un univers qui est un peu à part. C'est comme si on leur a réservé que pour quelques-uns. Or, c'est souvent à travers la recherche que justement ces étudiants vont développer leur curiosité, leur esprit critique, et puis qu'ils découvrent aussi le sens concret de ce qu'ils développent comme étude. C'est un engagement qui demande du temps, du soutien, puis aussi une vraie place dans le parcours universitaire. Et donc ma question c'est, pourquoi selon vous la recherche étudiante représente-t-elle un enjeu clé pour l'université aujourd'hui? Parce qu'il n'y a à peu près pas de recherche sans que les étudiantes et les étudiants soient dans les laboratoires et la fassent. Bien sûr, aux professeurs, les professeurs d'université participent à la recherche, mais je me réfère à une conversation que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec un professeur Narbonne, je lui disais, et puis comment va la recherche? Il a son bureau, son labo juste à côté de mon bureau, donc on se voit de temps en temps au lunch. Et il me dit, mais je suis plus vraiment dans le labo. Je reçois les données que mes étudiants collectent et je travaille mieux les comprendre, je reçois leur analyse, je les guide à faire les analyses. Et donc, imaginez cette réponse-là qu'il donne, elle décrit bien ce que dans bien des domaines, là où il y a dans les domaines où il y a des laboratoires, le rôle des étudiants et des étudiants, c'est de vraiment faire cette collecte de données, de développer de nouveaux protocoles, d'apprendre à le faire. Et le professeur est là pour vous guider, pour vous amener à mieux réfléchir les choses, pour poser les bonnes questions, quelquefois trop en poser. mais chacune des questions posées, c'est pour vous amener, vous, comme étudiant, à mieux réfléchir la chose. Et donc, le rôle de l'étudiant dans la recherche est central. Écoutez, c'est bien différent dans une recherche dans les domaines des sciences sociales où on est un peu plus seul avec notre domaine, même si on travaille avec un professeur qui va aussi nous poser des questions. Mais l'intensité de la relation quotidienne n'est pas là. Cela dit, la recherche dans le parcours d'apprentissage, écoutez, la recherche, c'est de se poser des questions. C'est de réfléchir. On parle d'esprit critique. J'avais un collègue... il n'y a pas très longtemps, qui dirige une université canadienne. Il disait, l'esprit critique, ce n'est pas de pouvoir critiquer les autres, c'est de pouvoir s'autocritiquer soi-même, puis de remettre en question nos idées sur un sujet et d'apprendre à faire cette autocritique, de développer ce sens critique, c'est un élément clé. Nos professeurs, quand ils vous enseignent les cours au niveau du baccalauréat, cherchent à développer cet esprit critique-là chez vous. Mais quand on entre dans des projets de recherche, quand dans certains de nos programmes, on a des cours de recherche en dernière année, c'est pour vous amener à pouvoir manipuler les questions, faire surgir les questions, les analyser, arriver à essayer de les comprendre et remettre en question les options, les hypothèses que vous vous donnez, qui mènent à peut-être une réponse. Et ce que vous allez découvrir, et que vous avez sûrement au doctorat déjà découvert, c'est que votre réponse sera toujours la bonne réponse pendant un laps de temps très court. Parce que c'est ce qu'on sait le mieux maintenant, c'est la réponse qui vaut peut-être maintenant, mais justement, d'autres perceront des trous dans vos réponses, dans nos réponses, pour poser des questions. Ça vous amènera à poser d'autres questions, à explorer d'autres. Donc, cet apprentissage du processus de recherche est important. Et quand on passe du baccalauréat, on découvre. À la maîtrise, on reproduit. Et au doctorat, là, on innove. Et puis, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a
je sais pas si vous l'avez ressenti aussi, mais quand je me suis plus penché dans le monde de la recherche, je me suis senti plus engagé dans mon milieu aussi. Justement, avec cette remise en question, le fait de dire, bon, ok, j'ai appris ça, mais est-ce que délier le vrai du faux, quoi. Et j'ai l'impression que les étudiants qui sont un peu plus à la recherche sont plus engagés, plus proactifs dans leur milieu, et c'est ça qui est beau aussi. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié de me sentir... Sur les autres sphères de la vie, là, Ouais. par exemple, en politique, par exemple, il y avait les élections municipales avant-hier. Puis ça, justement, quand on essaie de voir un peu les candidats, voilà, un petit esprit un petit peu plus critique, plus acéré pour essayer de voir est-ce que vraiment il est capable de faire ce qu'il dit, tout ça. Ouais, effectivement. Puis, oui, non, vas-y, pardon. Je vais ramener ça au milieu clinique un peu. Ça ouvre aussi l'esprit d'un clinicien de dire toujours remettre en question certains tests, remettre en question certaines prises en charge, et puis se dire est-ce que c'est la bonne prise en charge, est-ce que c'est assez personnalisé pour les patients, est-ce qu'on n'irait pas chercher plus loin. Donc je pense que c'est tout aussi intéressant pour plein de sphères de la vie de manière humaine. Exactement, ouais. Et en fait, ce que vous mentionniez, l'esprit critique plus large, je pense, on m'a déjà demandé qu'est-ce qui est votre caractéristique la plus particulière. Et ma réponse, c'est toujours la même depuis des années, le doute. Les gens me disent, vous n'avez pas l'air de douter, vous êtes assuré. Puis, non, le doute. Et la recherche, c'est le doute. On a une réponse, c'est peut-être la bonne, ça n'est peut-être pas la bonne. Si on doute, ça ne veut pas dire qu'on manque d'assurance, ça veut dire qu'on est prêt à écouter des alternatives et à se mettre en déséquilibre, puis essayer de trouver, il y a peut-être une meilleure réponse. Et quand on dit le doute, il est au cœur de la recherche, mais il est au cœur, je pense, de ce que nous pouvons être. Et ça nous ouvre aux autres, ça nous amène une certaine humilité. Complètement. Et puis elle est importante aussi pour être ouvert à d'autres suggestions, quoi. Si tu es vraiment persuadé de « Ah, j'ai trouvé la vraie réponse, j'ai aucun doute que c'est la vraie réponse », il y a peu de chances que ça soit la vraie réponse, généralement. Vous êtes au baccalauréat, alors. Oui, c'est ça. Pas au doctorat. Mais justement, pour parler des étudiants au baccalauréat et de premier cycle, il y en a beaucoup qui s'impliquent dans la recherche à partir du premier cycle. Mais pourtant, cette contribution, elle semble encore un peu perçue comme complémentaire à la formation. C'est un peu du bonus de faire de la recherche, plutôt qu'un pilier à part entière. Et selon vous, qu'est-ce qui empêche, ou ce serait quoi les limites aujourd'hui de la recherche étudiante pour qu'elle soit reconnue comme aussi essentielle que l'enseignement dans l'université? En fait, ce qu'il faut voir, d'avoir des cours de recherche, c'est important. Et bien, dans beaucoup de professions cliniques, vous parliez seulement de la pensée du clinicien, il faut que les gens qui étudient dans des domaines qui ont une base clinique, de comprendre ce qu'est la recherche, de bien la lire, de pouvoir la critiquer, parce que tout au long de leur carrière, ces personnes devront lire la recherche, devront remettre en question ce qu'ils savaient déjà, devront modifier leur protocole. Et donc, la recherche, elle a ce rôle-là au premier cycle. Mais je dois vous dire que pour beaucoup de professeurs, les projets de recherche au premier cycle, c'est un moyen d'identifier les meilleurs, d'identifier celles et ceux qu'on voudra voir venir dans nos laboratoires, nous aider dans nos projets de recherche pour pouvoir justement leur donner l'opportunité d'aller plus loin. Parce que quand on a des subventions, on veut pouvoir atteindre les objectifs que la subvention nous donne. Et ce qu'on a besoin, là, c'est des esprits brillants qui nous accompagnent dans cette recherche. Merci pour la petite tape dans le dos, M. Je le prends pour nous. C'est vrai, il faut que les gens comprennent. Il n'y a que des étudiants, un de maîtrise et 4 de doctorat qui m'entourent. Donc, je suis prudent. Puis avant de commencer l'enregistrement, vous avez mentionné que vous étiez comme à une rencontre avec toutes les universités du Canada. Là. Puis d'un point de vue ça plus organisationnel, plus large, c'est quoi les freins qui existent là, qui amènent à qui empêchent d'avoir une bonne intégration de la recherche dans les universités? Est-ce qu'il y avait la recherche, l'élément important de la recherche, c'est les fonds de recherche. C'est l'élément le plus important pour qu'elle puisse fonctionner à travers le Canada, là, à travers le monde. Il faut qu'on ait des fonds pour pouvoir développer des laboratoires, financer, payer les étudiants qui font le travail. Et donc, quand on met 97 recteurs dans une salle, il y en a 97 universités au Canada, et qu'on parle de recherche, ils parlent de financement. Puis tout le monde veut sa part du gâteau, j'imagine. Tout le monde veut sa part du gâteau. Mais ce qu'il faut bien saisir, c'est que quand on regarde les organisations, les universités, elles ont une vie.
elles ont un cycle de vie dans lequel elles vivent. Je vais donner un exemple, l'UQTR, en parlant de notre université. L'UQTR est une université qui, jusqu'à il y a quelques années, était perçue principalement de premier cycle université régional. Maintenant, ça a changé beaucoup. Pourquoi ça a changé? Parce on s'est donné les moyens de faire de la recherche de manière beaucoup plus intensive. Donc, depuis l'hiver dernier, là, un organisme canadien qui classe les universités en recherche, Research InfoSource, a changé l'UQTR de catégorie. Donc, maintenant, nous sommes considérés comme une université à vocation intensive de recherche, du même type que l'université. On a la même intensité de recherche que l'Université de Montréal, que l'Université Laval, que l'UQAM, que l'Université Concordia. Donc, on a changé de catégorie parce qu'on a aussi une proportion d'étudiants au troisième cycle qui est très élevée, à 6 %. On a des collègues des universités qui, eux, sont 2 %, 3 %, 1 %. Nous étions cela il y a 20 ans, et donc on a vraiment grandi. Moi, quand je suis arrivé, nous étions classés arrivé à l'UQTR, nous étions classés autour de 36e. On est maintenant 28e université de recherche au Canada. Une université de taille moyenne, 15 000 étudiants. D'autres devant nous, en fait, les prochaines devant nous, il y en a une qui est à peu près de notre taille, mais les autres, elles font 30 000 étudiants, 35 000 étudiants. Donc, pour avoir le même niveau de financement de recherche, il va falloir qu'on double de taille. Mais la recherche qu'on fait ici, l'intensité de recherche, il y a vraiment un autre niveau. Et on a pris des décisions dans la gestion de la recherche qui nous donnent plus de moyens. Donc, il y a des détails ce qui peut être apparenté à des détails. Beaucoup d'universités, nous comme d'autres, ont des chaires de recherche du Canada. La chaire de recherche du Canada, c'est très prestigieux. Quand on en a une et qu'on recrute des chercheuses, des chercheurs, c'est vraiment les meilleurs de leur génération, dans leur domaine, qu'on va chercher. Une chaire du Canada, elle dure 5 ou 7 ans. Il y en a 2 types. En général, les universités vont les renouveler. Donc, vous l'obtenez. Dans 5 ans, on la renouvelle. Donc, pendant 10 ans, la chaire de recherche, elle est capturée par une personne. L'UQTR a décidé, il y a 7 ans, de ne plus renouveler les chaires du Canada. Donc, on recrute des gens pendant 5 ans, pendant 7 ans. Et après, on leur donne une chaire de l'université. On a trouvé les moyens de les financer. Et on va recruter une nouvelle personne au niveau de chaire de recherche du Canada, ce qui fait qu'on va de nouveau chercher quelqu'un qui est au sommet de sa génération dans son domaine. Donc, on est en train de multiplier l'arrivée ici de professeurs qui sont parmi les meilleurs. Et donc, vous êtes dans un labo où les gens qui y sont vraiment de très haut niveau à cause de ces stratégies. Donc, notre université en recherche est en train de monter à cause de stratégies comme ça. Donc, ce que les universités font, c'est de parler de financement, mais dans le quotidien, comment on gère la recherche a un impact sur la trajectoire de l'université dans le domaine de la recherche. Et nous, votre université, elle est vraiment dans une trajectoire ascendante importante. Puis justement, le fait d'être une université francophone, ça au Québec, dans un environnement nord-américain plus anglophone, est-ce que ça rend la chose difficile d'amener des chercheurs ou pas tant, même si le monde scientifique fonctionne en anglais, mais... Écoutez, c'est d'être une des seules universités francophones. En fait, d'être une université francophone, ça nous aide beaucoup dans le recrutement des joueurs de hockey. Yeah. Ça est certain, parce qu'on est la seule université francophone au Québec qui a une équipe de hockey. Donc là, les Patriotes jouent, là. Allez les voir, ils sont premiers au Canada. Mais en termes de recherche, c'est un défi. C'est un défi de fonctionner en français, mais c'est un défi qui pour nous, est essentiel. Nous sommes dans une société francophone. Vous venez tous de pays francophones. Il y a une place pour la recherche en français. Le grand défi qu'on a, c'est que tous ceux et celles qui ne sont pas natifs de l'anglophonie, on publie, dans bien des cas, dans notre seconde langue. Si on est dans un domaine sciences exactes, sciences santé, on publie dans notre seconde langue. Ça peut changer, ça. Je participais à un colloque en mai dernier, invité justement sur un panel pour parler de la publication en français versus la publication en anglais. Et ce qu'on voit émerger maintenant, c'est avec les traducteurs qui sont les outils de traduction. On voit émerger dans plusieurs langues une traduction simultanée possible. Des textes suffisamment précis dans certains domaines pour qu'on puisse éventuellement
publié dans notre langue et être lu dans la langue du locuteur qui nous lira. Et ça, c'est en train d'émerger. Le Bureau de la traduction du Canada, qui est un partenaire à nous avec nos programmes en traduction, on a lancé un programme d'interprétation l'année dernière et le président du bureau me disait, j'ai posé la question, quel est votre plus grand défi? Ben, il dit, la plus grande transformation que vous voyez maintenant, il dit, ben, c'est l'IA. C'est l'intelligence artificielle et l'efficacité dans la traduction simultanée. Il dit, elle est arrivée à un moment, à un niveau tellement élevé entre le français et l'anglais, qu'on est maintenant en train de travailler vraiment sur une automatisation de ce volume-là. Un des éléments qu'il mettait en lumière, c'est qu'il y a une différence entre les domaines. Donc, il y a des domaines qui sont plus compliqués que d'autres. Et donc, on ne pourra pas avoir cette traduction immédiate et continue dans tous les domaines immédiatement, mais dans certains domaines, au fil du temps. Il faut savoir que nos sujets très scientifiques, comme vous êtes en sciences d'activité physique, en sciences biomédicales, c'est pas 3000 mots, là. C'est en anglais 300, 400, 500, 600 mots qui sont les éléments clés et spécialisés. Donc, il s'agit qu'il y ait ces outils-là qui nous permettent de faire cette traduction simultanée. Donc, Vincent Larivière, qui est professeur justement chaire du Canada sur ces enjeux-là à l'Université de Montréal, disait qu'il voyait ça arriver bientôt. Okay. Donc, ça serait fantastique pour les étudiants français francophones qui gèrent moins bien l'anglais que les Québécois. Puis moi, je trouve que c'est bien parce qu'il n'y a pas juste des effets négatifs à l'intelligence artificielle. Puis en voilà un bel exemple de ce que ça pourrait apporter là, de positif à la recherche puis pour les étudiants du Québec. Et ça sera le sujet d'un de nos futurs podcasts. Je nous fais de la pub. On vous propose maintenant un 180 secondes. 3 minutes pour plonger dans un sujet directement lié au thème de l'épisode. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, la recherche n'a pas qu'un visage académique. C'est aussi un réseau de cliniques universitaires en santé, en kinésiologie, en chiropratique, en psychologie, en orthophonie, en ergothérapie, où se rencontrent la formation, les soins et la recherche. C'est justement pour réfléchir à cette relation entre terrain et recherche que le CAR, le réseau de communautés rurales éloignées en santé, a organisé le symposium « Défis et perspectives de la recherche dans les cliniques universitaires de santé ». Et comme membre du comité étudiant du CAR depuis peu, je profite de l'occasion pour saluer mes collègues qui ont participé à l'organisation de cette journée fort enrichissante. 3 ateliers ont permis d'y voir plus clair. Le premier portait sur les données cliniques. Imaginez plusieurs coffres à outils remplis de questionnaires, d'imagerie et de tests physiques. Le hic, c'est qu'ils sont tous fermés à clé et que le trousseau est pas mal éparpillé. Ces coffres, c'est la réalité actuelle. Les données sur les patients sont là, mais difficiles d'accès. Entre les contraintes administratives, les enjeux éthiques et le manque de formation, la recherche progresse, mais souvent avec les mains liées. Selon les participants, la clé repose sur un cadre de gestion partagé entre les cliniques, appuyé sur la loi, pour permettre une utilisation responsable, sécurisée et éthique des données. L'objectif? Transformer ces coffres verrouillés en ressources communes au service des chercheurs et des patients. Le deuxième atelier a mis en lumière le rôle central des cliniques universitaires, de véritables points d'ancrage reliés par des ponts vivants entre la recherche et la communauté. Sur ces ponts circulent les idées, les besoins et les innovations, dans un échange constant entre chercheurs, cliniciens et citoyens, qu'ils soient jeunes, âgés ou vivant même dans des régions plus éloignées. En consolidant ces ponts, les cliniques deviennent plus que des lieux de soins. Ce sont maintenant des espaces d'apprentissage collectif où la science s'ancre dans la réalité et se met au service des populations. Et c'est là tout l'enjeu, que les découvertes issues de la recherche redescendent vers le terrain, mais aussi que les expériences vécues par les patients et les professionnels remontent vers la recherche pour l'enrichir. Ces initiatives comme le CAR visent justement à renforcer ces liens pour que les connaissances ne restent pas d'un seul côté du pont, mais qu'elles circulent librement dans les 2 directions. Le troisième atelier visait à identifier les principaux leviers facilitant la mise en œuvre de projets de recherche dans les cliniques universitaires. Les outils seuls ne construisent rien et les ponts ne se bâtissent pas d'eux-mêmes.
Il faut des travailleurs et des travailleuses pour relier les deux. Dans les cliniques universitaires, la recherche repose sur une équipe interdisciplinaire, un peu comme sur un chantier. Chaque personne apporte son expertise. Cliniciens, chercheurs, gestionnaires, étudiants et patients partenaires travaillent main dans la main pour bâtir des projets solides et ancrés dans la réalité du terrain. Les constats du symposium sont clairs. Pour que cette équipe fonctionne, il faut impliquer les cliniciens dès l'idéation, former les membres, clarifier les rôles et assurer un suivi régulier. C'est cette collaboration entre tous les professionnels impliqués qui permet à la recherche d'avoir des vraies retombées sur les soins et la formation. Ce symposium nous rappelle que l'intégration de la recherche passe autant par les milieux de soins que par les milieux d'enseignement. Pour poursuivre cette réflexion autrement, on passe maintenant à notre segment « Question Espresso ». Et donc, Camille, je t'invite à démarrer le bal de nos questions espresso. Monsieur Blanchette, est-ce que la recherche, c'est vraiment pour tous les étudiants et les étudiantes? On espère que chacune et chacun puisse avoir cette expérience de recherche, mais comme tout, il y a des personnes pour qui la recherche est beaucoup plus intéressante et qui vont les stimuler d'une manière plus grande. Cela dit, vous parliez du symposium recherche clinique et ce que vous mettez en lumière, c'est vraiment qu'on doit réfléchir à la question de recherche puis la collecte de données le plus tôt possible dans le processus. Parce que sinon, il faut passer à travers les dossiers, il faut avoir l'approbation des patients et ça complique beaucoup les choses. Donc, on espère que chaque étudiante, chaque étudiant pourra avoir son expérience de recherche, mais une carrière en recherche, ce n'est pas pour tout le monde. Alors, pour ma question, je pense que ça va être un peu plus court. C'est jamais court. C'est toujours un défi. Mais on a l'espoir. On essaie d'agrandir un peu notre équipe de chercheurs et chercheuses. Et dans ce cas-là, est-ce que vous auriez un mot pour convaincre un ou une étudiante hésitant à se lancer dans la recherche? Écoutez, la recherche, c'est la créativité. Vous savez, on dit souvent, les artistes créent, attendez, les scientifiques créent beaucoup. Parce que le travail de recherche, c'est un travail de questions qu'on pose, de solutions qu'on cherche, d'eureka qu'on a. Je pense que tout le monde aime créer. Et je dirais aux gens qui réfléchissent à la recherche, si vous voulez être créatif, la recherche, là, c'est un lieu pour l'être. Et il n'y a rien comme un eureka. On se dit, ouais, je l'ai. Oui, je pense que j'ai la solution. Et pour obtenir la solution, mon conseil, dormez bien. Parce que quelquefois, en soirée, ça ne va plus, je ne sais pas. On va se coucher, le lendemain, on se lève, et là, soudainement, on regarde les données, on dit, voilà, c'était si simple. Donc, vous croyez pas si bien dire. Vous me dites que c'est une bonne idée de commencer un doctorat avec des jeunes enfants. C'est le thème central. Donc, mot à retenir pour nos futurs chercheurs et chercheuses, c'est bien de la créativité. Créativité, embrassez votre créativité. Vous allez voir, en recherche, vous en aurez besoin. Moi, j'ai juste retenu « dormez bien ». Mais... Bon, on retient ce qu'on a envie de retenir. Moi, ma question, c'est est-ce que vous pourriez citer une initiative réussie qui vous a marqué à l'UQTR, ou d'ailleurs j'ouvre à d'autres universités, qui a contribué à faire progresser la recherche étudiante? Je pense que, et on le voit ici, tout le festival là, des affiches scientifiques, c'est un lieu, moi j'y vais à chaque année, j'implore mon adjointe de me garder à Trois-Rivières quand ça se passe, parce qu'on contrôle. Quand on est recteur, une des choses dont on doit faire le deuil, c'est de son horaire. Vous parlez des jeunes enfants, on fait tous le deuil quand on est jeunes enfants. Quand on est recteur, on n'a plus on a un horaire, mais on ne sait plus, on la découvre. Et j'aime beaucoup être là parce qu'on voit justement une recherche d'étudiants au baccalauréat, autant qu'à la maîtrise et qu'au doctorat, et on voit la qualité des projets de recherche qui se font. Et j'ai le plus grand plaisir de dire à la personne qui a son poster, expliquez-moi. Et ce qui est fascinant, puis c'est un des plaisirs d'être recteur dans une université, c'est la diversité des sujets de recherche. On se rend compte combien on ne connaît rien. Il y a des gens qui vraiment travaillent sur des choses qui nous permettent de vraiment mieux comprendre. Et dans certains cas, on voit des sujets, mais on se dit,
comment est-ce qu'on peut être passionné de ça? Mais la passion, elle ne se dicte pas. Et on parlait de la créativité, c'est aussi ça, cette passion d'un sujet, d'une idée, d'un médium. C'est fascinant de voir comment ces passions-là éclosent dans l'université. Puis c'est un beau milieu d'échange aussi entre tout premier cycle, les cycles supérieurs, les cliniciens, les chercheurs. Enfin, il y a vraiment tout le monde au même endroit, quoi. C'est ça aussi que c'est beau. Et c'est aussi de voir du haut du poste de recteur, on regarde, puis c'est de voir combien les étudiants de premier cycle regardent ceux de deuxième cycle, ceux de troisième cycle. On voit la traversée et la montée dans la complexité de la recherche qui se fait, et l'étonnement qu'on a de, on peut faire ça. Donc là, vous êtes, là, dans ces festivals de posters, là, vous êtes au sommet de tout ça. Et j'imagine, quand vous allez dans les conférences internationales, là, vous vous sentez au début. Tout à fait. Et en dernière question, Espresso, si vous pouviez changer une seule chose demain pour donner plus de place à la recherche, ça serait quoi? Je vous dirais, ce n'est pas tous les programmes qui ont des programmes de premier cycle. Je pense aux programmes de premier cycle. Ce n'est pas tous les programmes qui ont des cours dévolus à la recherche pour que l'ensemble des étudiants puissent s'y adonner. Et dans certains cas, il y a des prescriptions de structures de programmes qui nous viennent des ordres professionnels qui ne donnent pas assez de place à la recherche, et j'aimerais qu'on puisse en trouver dans chacun de nos programmes pour que les jeunes puissent, nos étudiants jeunes et moins jeunes, parce qu'on a des étudiants plus vieux, mais qu'ils puissent aussi faire cette expérience-là de la recherche. Pas nécessairement toutes et tous pour trouver une passion, mais très certainement parce que la méthodologie de la recherche, elle est formatrice pour tous ceux et celles qui sortent avec un baccalauréat. Et donc, c'est pas mal hors de votre contrôle dans certains programmes, de ce que j'en comprends. Dans certains programmes. Mais vous savez, c'est le genre de choses quand on est dans le monde universitaire, on se rend compte que c'est un monde qui se gère lui-même. Il y a une collégialité universitaire, c'est-à-dire beaucoup de gens participer aux décisions, créer à la fois des contraintes et des possibilités. Et que, comme recteur, on ne contrôle pas tout. Mais il s'agit de pouvoir lancer ces idées, puis de pouvoir les faire valoir et de convaincre. Et au fil du temps, ce genre d'initiative-là prend sa place. Et on voit apparaître des cours de recherche dans de plus en plus de programmes. Mais c'est un travail collectif. Il faut voir que les programmes, écoutez, ils sont renouvelés ils sont réévalués à chaque 8 ans. Donc, si on lance une initiative pour internationaliser les programmes, pour intégrer de la recherche dans des programmes de premier cycle et tout, on sait qu'il y aura un cycle d'à peu près 8 ans nécessaire pour avoir le bon moment pour chacun des programmes et dire, et la recherche, et l'international, là, et l'engagement communautaire, là, comment l'avez-vous intégré? Donc, une méthode à la gestion universitaire et qui prend un certain temps. Quand vous parlez de travail collaboratif, là, ça me fait penser au fait que le comité de la chaire a pris l'initiative, en fait, là, durant les portes ouvertes de l'UQTR, là, le 8 novembre prochain, de demander là, à certains programmes de premier cycle de passer par nos installations là, pour donner peut-être un avant-goût de la recherche puis de voir les possibilités qui peuvent être accessibles directement au premier cycle. Donc, en espérant que ça puisse donner le goût là, à certains étudiants de rejoindre nos groupes de recherche. Là. Je suis convaincu parce que pour aller à chaque année aux journées portes ouvertes, on voit ceux qui viennent, là, celles qui viennent, ils sont les yeux grands ouverts et ils essaient d'explorer puis de comprendre. Et pour eux et elles, vous savez, ce qu'on leur présente à l'université, c'est un monde tellement de découvertes. C'est fascinant de voir. C'est ce qui conclut nos questions Espresso. Mais avant de se quitter, on a une dernière rubrique qui est la rubrique improbable. Et dans cette rubrique, je vais vous parler d'études un peu insolites, parfois improbables ou drôles, mais néanmoins rigoureuses. Et aujourd'hui, pour être en lien plus ou moins en raccord avec votre intérêt, Monsieur Blanchette, à la transformation numérique du milieu universitaire et à l'évolution de l'éducation, je vais vous parler de 2 études qui parlent d'utilisation d'emojis dans les échanges entre les professeurs et les étudiants.
Les emojis, ces petits visages généralement jaunes, mais aussi toute autre sorte de symboles, sont devenus des incontournables dans les interactions que nous avons avec notre entourage. Du visage qui pleure de rire en réponse à une vidéo envoyée qui, dans le fond, n'était pas si drôle, ou du pouce en l'air vide d'émotion envoyé par nos pères en réaction à l'annonce d'un accomplissement dont nous sommes extrêmement fiers. « Papa, j'ai déposé ma thèse !» Pouce en l'air. De quoi être emoji en larmes, puis emoji tête de mort. Et si notre réussite au doctorat dépendait en partie des emojis utilisés par nos professeurs? C'est ce qu'ont essayé de montrer Miraz et collaborateurs en 2025 dans leur étude « The Role of Emoji Feedback on Students' Assessment and Learning Outcomes ». Dans cette étude observationnelle sur 380 étudiants de différentes universités, les chercheurs ont montré que l'utilisation d'emojis par les professeurs dans leur retour, leur feedback, qu'ils font aux étudiants est associée à une meilleure réponse émotionnelle des étudiants, une meilleure compréhension du retour, un meilleur apprentissage et un meilleur engagement de l'étudiant. Bien sûr, comme c'est une étude observationnelle, on parle d'ici d'association et non de causalité, mais il est peut-être intéressant, je parle ici aux professeurs qui nous écoutent, d'utiliser des emojis dans vos retours aux étudiants si vous souhaitez leur réussite. Un petit emoji pour donner du contexte à un texte, ça ne fait peut-être pas de mal. Enfin, je dis ça, mais ça peut être quelquefois négatif. C'est en tout cas ce qu'ont montré Warberg et collaborateurs en 2023 dans leur étude intitulée « Putting your best face forward, how instructor emoji use influences students' impressions of credibility, immediacy and liking ». Dans cette étude expérimentale, les chercheurs ont évalué l'impact de l'utilisation de 3 emojis. L'emoji clin d'œil, l'emoji pleurant de rire, et l'emoji tirant la langue dans les courriels de bienvenue envoyés à 368 étudiants par des professeurs sur l'impression qu'ont les étudiants de l'accessibilité, la compétence, la personnalité, la bienveillance et l'appréciation de leurs profs. Et donc, si les courriels ne comprenaient aucun emoji, les profs paraissaient plus compétents et avec une personnalité plus morale. S'ils comprenaient l'emoji clin d'œil, les profs paraissaient moins bienveillants, mais plus accessibles et appréciés, tout comme l'utilisation des emojis pleurant de rire et tirant la langue qui provoquaient les plus grandes impressions d'accessibilité et d'appréciation. Cependant, dans la partie qualitative de l'étude, il en ressort que les emojis pleurant de rire et tirant la langue pouvaient être interprétés comme gênants, non professionnels, voire inappropriés. En conclusion, bien dosée et adaptée au contexte, l'utilisation des emojis par les professeurs pourrait améliorer le parcours des étudiants, mais attention à ne pas y laisser sa crédibilité. Utilisez-vous des emojis, Monsieur Blanchette, dans vos courriels? Dans les textos, oui, de temps à autre, mais avec un registre très peu développé parce que il y a quand même un fossé générationnel dans ce qui est... J'ai appris que le pouce en l'air était plus positif. Ça devient un classique. Robin Williams disait 2000 ans de critique littéraire et on finit pouce en l'air, pouce en bas. Et on m'a déjà dit, vous allez en Italie, ne parlez pas avec les mains, vous ne savez pas ce que vous dites. Et donc, moi, je suis prudent avec les emojis. Et en feedback des étudiants sur des textes, j'aurais tendance à ne pas en utiliser. Mais je suis peut-être simplement un homme de ma génération. Toujours mieux de se parler en vrai, puis, ou limite par téléphone. Ouais, ça, exactement. Et donc, avant de conclure, Monsieur Blanchette, auriez-vous une question brise-glace pour notre prochain invité? Indice, on n'a aucune idée encore de qui ce sera. Donc, aucune idée. Ce sera. Donc, juste une question. Peut-être Jean-Sébastien Dessureau sur l'IA, mais c'est une ouverture. Peut-être qu'on aura quelqu'un. Écoutez, posez-leur la question. Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Et vous allez voir, les gens parlent beaucoup. OK, parfait. Voilà, on va leur poser ça. Et donc, il est temps de se quitter. Merci encore, monsieur le recteur, d'avoir accepté notre invitation pour ouvrir le bal du balado Post-à-thèse. Ce fut un plaisir de vous avoir autour de la table. Camille, Salma, Bastien, Clément au loin aussi, si tu nous écoutes. Merci également à vous. Et nous disons au prochain épisode. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir tout le monde.